Pierre Marcolini, bonjour. Frédéric Brémond, bonjour. On s'explique? On s'explique avec joie. Alors, vous êtes l'une des figures emblématiques du paysage entrepreneurial en Belgique. Si, c'est une très belle success story. Tout le monde connaît les chocolats Pierre Marcolini. Vous avez débuté comme apprenti pâtissier dans la région de Charleroi avant de lancer votre propre marque. Aujourd'hui, Pierre Marcolini, c'est une quarantaine de boutiques dans le monde, surtout en Europe et en Asie, principalement en Chine et au Japon. Au Japon, vous êtes quand même une star, il faut le dire. Vous avez aussi près de 400 employés, essentiellement à l'étranger, une centaine en Belgique. Quand vous vous retournez sur votre parcours, qu'est-ce que vous ressentez? De la fierté? De la fierté, évidemment, je pense, oui. Et puis, par rapport à ça, aussi de la gratitude par rapport aux équipes. Je pense que quand on arrive à ce niveau-là, et il y a encore beaucoup de chemin à faire, je reste très, très fragile. Vous savez, l'alimentaire, on est à l'abri de rien. Et c'est ce que m'a appris en tout cas les 25 ans d'entreprise. On a eu la crise on vient d'avoir la crise du Covid, mais il y a eu encore des crises comme la dioxine, etc., etc. Donc je reste prudent par rapport à ce chemin-là, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a un moment donné, après 25 ans, on se doit de se retourner et de regarder un peu où on en est. Et ma fierté va directement, effectivement, au niveau de mes équipes et surtout au niveau des clients. Qui aurait pu imaginer, allez, je serais venu vous voir en vous disant, je vais lancer une marque de chocolat, un chocolat différent, ce qu'on appellerait un... Moi, j'appelle ça, parce que les gens ont toujours tendance à dire, est-ce que c'est un chocolatier belge, est-ce que c'est un chocolatier français? Il a un nom quand même d'origine italienne, etc. Et je puise, moi, je pense, dans le vivier de l'Europe et dans la culture européenne. Et je fais ce qu'on appelle un chocolat d'auteur. Donc, je n'ai pas envie de me laisser enfermer en disant, c'est un chocolat belge ou français ou quoi que ce soit. C'est un chocolat d'auteur. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une personnalité. Et c'est vrai que quand je regarde ça aujourd'hui, c'est d'avoir une équipe qui a suivi ce projet absolument, absolument fou, cette insouciance, c'est le fait de se dire, est-ce qu'on peut lancer, il y a 25 ans, une marque de chocolat avec à l'arrière de cela, je pense, un ADN très fort qui est... Alors, aujourd'hui, on en parle, le côté sustainability, le fait effectivement... Le côté durable, mais de nouveau, en 2000, je décide... pas comme les autres, de faire du chocolat à partir d'une couverture de chocolat de chez Barry Callebaut ou de chez Belgolade. Et c'est tout à leur honneur. Je ne parle pas de la qualité du produit, mais je décide en 2000 de dire non, je veux repartir comme les anciens, c'est-à-dire à partir de la fève de cacao. C'est-à-dire contrôler la production. Donc vous avez été quand même là-dessus un précurseur. Ah, totalement. Mais alors contrôler, effectivement, c'est... Au-delà de contrôler, c'est plutôt de comprendre. De comprendre, vous savez, imaginez que vous ayez une bibliothèque qui est le savoir du métier de chocolatier. Et puis, au bout de ces bibliothèques, au bout de 30 ans de métier, vous dites, tiens, au fond, il y a une porte que je n'ai pas vue. Et vous l'ouvrez, et c'est le monde du cacao qui s'ouvre. Et c'est vrai qu'effectivement, ça a été ça. En 2000, cette révélation de me dire, mais au fond, soit je pars à partir de cette couverture de chocolat, donc ces galets de chocolat qu'on peut trouver, mais je fais un peu comme tout le monde. Si vous allez place du Sablon, il y a quand même quelques chocolatiers, et tout le monde va à la même source, un peu comme dans le monde du vin. Imaginez que tout le monde va chez effectivement le même distributeur. Et moi, j'ai dit, non, je veux refaire comme les anciens, c'est-à-dire partir à partir de la fève de cacao. Mais quelle bibliothèque énorme s'est ouverte à moi, parce que vous arrivez dans un pays comme l'Équateur ou comme le Venezuela, et puis vous dites, tiens, je veux des fèves de cacao, vous avez appris à l'école, parce qu'il n'y a pas d'école pour repartir à partir de la fève de cacao, ça n'existe pas. Et là, vous arrivez et vous dites, voilà, je veux du Criollo, parce que vous avez entendu que c'était la plus belle fève au monde. Et puis vous avez le planteur qui dit, mais j'ai du Criollo, j'ai du Sud de Lago, j'ai du Carenero, j'ai du Portocabello. Et c'est là où vous vous dites, donc tout ce cépage du cacao existe. Et c'est là, effectivement, où en 2000, on a décidé de repartir à partir de la fève de cacao. Autant vous dire, puisque dans une émission économique, Frédéric, que c'était pas les applaudissements du conseil d'administration, mais heureusement, ils m'ont suivi, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous partez dans une nouvelle aventure, l'aventure qui est de refaire votre propre chocolat. Est-ce qu'il sera meilleur ou différent, en tout cas, de celui que vous vendez? Oui, puisque ce sera pas, je ne veux pas refaire du Barry Callebaut ou du Valrhona. Je vais faire un chocolat, je vous parlais d'emblée au début de l'émission, un chocolat d'auteur, c'est-à-dire un chocolat de luxe. Est-ce que c'est péjoratif de dire ça? Non, un chocolat de luxe? je l'assume totalement. Je pense que moi, le mot luxe, c'est derrière ça, c'est pas le mot lumière comme on pourrait l'imaginer, mais c'est la notion de savoir-faire. D'artisanat? De l'artisanat. Je crois fondamentalement qu'à partir
du moment où vous payez, et on peut regarder, je peux regarder le spectateur, les caméras sont là, je les regarde, on peut regarder le spectateur dans les yeux en disant, aujourd'hui, la maison Marcolini paye entre 2, 3, voire 4, 5 fois plus cher que le cours de la bourse. Donc les planteurs sont très très bien rémunérés, donc pas de problème en 2030, etc., etc. Donc il y a une vraie rémunération par rapport à ça. Il y a une mise en avant. Un peu, vous savez, comme aujourd'hui, les restaurateurs, ils mettent en avant les produits locaux. Alors nous, le problème, c'est que le cacaoyer ne pousse pas en Wallonie ni à Bruxelles, et ni en Flandre d'ailleurs, il faut aller jusque là-bas. Mais on a quand même un rapport direct avec le planteur, et on le rémunère à sa juste valeur. On travaille à Bruxelles, vous connaissez le coût de la main-d'œuvre en Belgique, et c'est pour ça qu'effectivement, la tablette coûte 8 €, mais elle est justifiée. Aujourd'hui, après Covid, quand on voit ce qui se passe, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc., une des grandes vérités, c'est fondamentalement qu'aujourd'hui, le client demande une transparence. Ce que vous dites, vous devez le faire. Et c'est ce que l'on fait. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, quand on dit qu'on a une rémunération qui est la plus juste possible, qui a vraiment, effectivement, une répartition des richesses, elle est là, elle est à ce rendez-vous-là. Vous l'avez fait avant tout le monde, on l'a bien compris, mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait que les autres chocolatiers, les concurrents le font aussi, et que cette notion de développement durable, d'éthique, soit un peu galvaudée, ça vous irrite ou au contraire, ça vous réjouit? Écoutez, ça me réjouit dans une certaine mesure, dans la mesure, effectivement, où quand vous regardez aujourd'hui ce fameux, parce que c'est un nom, c'est le mouvement Bean to Bar, donc de la fève à la tablette, où je me réjouis, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a plus d'une trentaine de chocolatiers en Belgique qui partent à partir de la fève de cacao. Donc, on était précurseurs. Moi, je me souviens d'un des grands CEO qui était le CEO de Côte d'Or, qui est Baudouin Mikils, qui m'avait dit, mais Pierre, tout le monde s'en fout. Quel est l'intérêt de faire ça? On vous a dit ça ne marchera jamais. Bien sûr, mais comme toujours, vous le savez très bien, Frédéric, vous fréquentez des entrepreneurs. La première chose qu'on vous dit, ça ne marchera pas. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que vraiment les gens ont besoin de savoir, etc., etc. Et je ne dis pas que c'est un long fleuve tranquille. Il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments où on n'y arrivait pas, il y a eu des moments où la qualité n'était pas fondamentale là, parce que vous ne connaissez pas les fèves de cacao. Vous recevez 60 kilos de fèves de cacao, vous ne savez même pas si elles sont bonnes, si elles sont bien fermentées, pas fermentées. Donc on a été précurseurs et autodidactes. Et aujourd'hui, où on est fiers, c'est qu'effectivement, c'est même, je ne dirais même pas que ce sont des confrères. Aujourd'hui, on échange. On a fait un livre avec un de vos confrères qui est Michel Verlinden, et on a fait un livre sur le chocolat, Bean to Bar 2.0, où j'ai demandé à l'ensemble des confrères de dévoiler des parties de leurs secrets, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils fermentaient, comment est-ce qu'ils torréfiaient, de quelle manière, avec quel type d'appareil, et de mettre des recettes de base, de façon à ce que l'ensemble de la nouvelle génération de chocolatiers qui veulent partir à partir de la fève de cacao, donc se démarquer de cela, aller au plus profond, quelque part, d'une signature, hein, puisque vous ne torréfiez pas de la même manière que l'autre, etc. Le choix, on le voit dans le monde du vin, vous pouvez prendre 3 vignerons, par exemple, qui vont faire, je ne sais pas moi, le Côte-du-Rhône, Villars, Cuilleron, pour donner quelqu'un, eh bien, vous allez avoir une Syrah différente, et c'est ça qu'on cherche aujourd'hui. Je crois que les gens cherchent aujourd'hui d'avoir une tablette de dégustation. Il va y avoir toujours les tablettes candy bar, etc., etc. Avec, aujourd'hui, je précise quand même, 2 millions d'enfants qui travaillent dans des plantations. Donc, si à un moment donné, vous voyez une tablette qui coûte 1 €, posez-vous quand même une bonne question là-dessus. Vous faites un point d'honneur, vous avez une charte éthique. Il n'y a pas d'enfants qui travaillent pour Pierre Marcolini. C'est évident, c'est évident. Alors, évidemment, une charte, c'est pas un contrat. On pourrait se dire, mais enfin, M. Marcolini, vous n'avez pas fait de contrat, allez faire un contrat à Madagascar, je vous garantis que c'est pas gagné. Par contre, la rémunération, arriver d'une façon inopinée, contrôler de cette manière-là, et comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, même à Madagascar, et heureusement d'ailleurs, il y a toujours un téléphone qui circule, et donc une vidéo qui peut être faite. Alors, il faut peut-être pas mélanger, faire un amalgame. Quand je parle de 2 millions d'enfants, c'est 2 millions d'enfants qui n'ont pas de scolarité. S'il y a une différence, quand vous arrivez dans une plantation malgache, par exemple, petite plantation, qui est en famille, chez Eugène, par exemple, ben, vous avez les enfants qui travaillent, la grand-mère, le grand-père, comme nous, au moment des vendanges. Donc, il y a 2 poids et 2 mesures, mais ceux-là vont à l'école. Et donc, c'est ça l'essentiel, et c'est leur futur métier, c'est d'apprendre effectivement l'agriculture de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, on a une nouvelle tendance, une espèce de révolution dans le monde du chocolat, comme on l'a eu dans le monde du café, comme on l'a eu dans le... Si je vous avais dit, il y a 10 ou 15 ans, une huile d'olive coûte aussi cher qu'une bouteille de vin, on m'aurait dit, mais vous êtes fous. Eh bien, aujourd'hui, c'est possible. Mais derrière cela, c'est une rémunération, derrière une agriculture durable, derrière le fait, effectivement, d'une juste rémunération. Et aujourd'hui, le consommateur ne se trompe pas. Alors, ce n'est pas pour cela qu'on va en mettre des tonnes, ce n'est pas pour cela qu'on prend une tablette de chocolat tous les jours, mais à un moment donné, un plaisir, une tablette de dégustation, c'est possible.
Pierre Marcolini, vous l'évoquiez, hein, il y a toujours la fragilité du business. Vous parliez de crise, toujours, du ouais. Covid. Justement, le Covid, il a eu quel impact sur l'entreprise Pierre Marcolini? Est-ce que vous avez été menacé? Est-ce qu'on s'en sort? Écoutez, comment ça va aujourd'hui? alors, j'ai une chance extraordinaire, j'ai un ange gardien. Et mon ange gardien, c'est mon CEO, c'est Olivier Kuhn. Et Olivier, quelqu'un d'excessivement pragmatique. Moi, il l'est de temps en temps aussi. Hein. Vous savez, le soir, on peut nous trouver de temps en temps sur une terrasse bruxelloise à refaire le monde avec quelques jolis verres de vin blanc. Et c'est vrai que j'ai une chance extraordinaire, comme je vous disais, ce sont ce que j'appelle mes 3 mousquetaires, donc les actionnaires fondateurs de la maison Marcolini. Il y a eu d'abord mon épouse, mon ex-épouse Nico, puis on a racheté ses parts en 2007. Et effectivement, il y a donc Laurent Levaux, il y a François Schwenig et Olivier, qui lui est beaucoup plus opérationnel. Et Olivier, je pense que c'est cette espèce de sagesse de se dire, voilà, on met un frein sur l'ensemble des projets, on essaie d'être prudent, on s'assoit sur le cash, on fait très attention par rapport à ça. On a effectivement, heureusement, le chômage temporaire qui nous a permis de pousser, quelque part, de passer cette crise. Mais en même temps, on ne s'est pas dit on va se reposer et regarder une Netflix pendant toute la journée. On a développé l'e-commerce, par exemple? On a déposé l'e-commerce, on a développé l'e-commerce un peu... Malgré nous, effectivement, mais alors, étonnant un domaine que vous ne connaissez pas très bien. Vous savez, le retail, on vous l'apprend, on vous dit location, et donc vous payez la place par rapport à ça. Vous savez que cette place-là, avec le trafic que ça va avoir, c'est autant, mais sur un écran, où se trouve la place du Sablon, où se trouve la Grande Place, où se trouve la Rue Neuve, etc. Et donc là, ça a été d'apprendre. Puis le customer care, parce que vous faites une photo, quand vous présentez vos chocolats en vitrine, vous pouvez expliquer qu'il y a quelques différences, etc. Là, c'est pas possible, etc., etc. Donc une courbe d'apprentissage intéressant. Et j'en arrive à un point où, je ne sais pas si vous avez cette réflexion, mais je pense qu'on va avoir un retail qui va être différent. On sent très très bien qu'aujourd'hui, les gens ont passé, donc ceux qu'on attendait dans 10 ans sont maintenant dans la partie e-commerce, dans cette espèce de commodity, hein, donc c'est assez facile, etc., etc. On sent très très fort ça. Et effectivement que la boutique où on jugeait un peu les gens parce qu'on appelle un ticket moyen en disant le temps que l'on passe, etc., etc. Eh bien non, aujourd'hui, la boutique devient ce qu'on appelle la brand experience. Et donc l'expérience client. L'expérience client, marque, effectivement, où là, on passe plus de temps, etc., etc. On fait grandir, effectivement, nos gens qui sont à la vente, qui sont des gens extraordinaires et qui deviennent des experts cacao et des experts chocolat. Donc on a fait des formations et quand vous parliez effectivement pendant l'année Covid, et moi ça a été de remettre mon outil et de regarder mon plan de collection, voilà, et de me dire au fond les chocolats, est-ce que je ne modifierais pas les recettes en me disant je vais peut-être désucrer moins parce que c'est aujourd'hui quelque chose qui est... On voit bien qu'en 25 ans, on a des habitudes alimentaires qui ont changé, etc. Des fèves de cacao qui venaient d'Inde, de Tamil Nadu, en se disant mais tiens au fond on les a pas utilisées. On a fait rentrer des fèves de Chine, donc de l'île Hainan. Les gens nous disent mais comment est-ce qu'on peut amener des fèves de Chine? Et quand on voit une map, quand on regarde un monde et qu'on voit ce qu'on appelle la ceinture du cacao, on comprend effectivement qu'avec ce méridien, ben, quand on continue l'Afrique, on va plus loin, on se retrouve du côté de l'Indonésie et on va en Chine jusque ce côté-là. Et ça devient intéressant. Ça devient intéressant de trouver effectivement des perles au niveau des fèves de cacao. Et cette année Covid, ça nous a permis de nous ralentir, de nous poser, de prendre peut-être le temps de la réflexion, hein, ce qu'on n'a pas fait en 25 ans, quand vous ouvrez un peu trop vite. C'est un pour peu mieux ça. redémarrer. Exactement. Tout le monde aura compris, les spectateurs ont compris que vous êtes un passionné. Je vois l'heure tourner. Non, mais attendez, Frédéric, vous m'avez dit 25 minutes, alors je prends 25 minutes. Non. Vous reviendrez, parce qu'effectivement, c'est passionnant. J'ai encore 25 000 questions à vous poser. Je suis désolé. Non, c'était un vrai plaisir de vous recevoir en studio. Pierre Marcolini. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Au revoir. Je vous remercie. Au revoir.